Les lumières à l'intérieur de la station de recherche orbitale de Genève vacillèrent un instant. Le docteur Sarah Chen retint son souffle en voyant les chiffres grimper sur son écran. Autour d'elle, 12 autres scientifiques restèrent figés, les yeux rivés sur les mêmes flux de données qui brillaient dans l'obscurité de la salle de contrôle. Niveau de puissance stable, lança James Martinez depuis son poste, la voix légèrement brisée. Il travaillait sur ce projet depuis 7 ans, et tout reposait désormais sur ce seul test. Les doigts de Sarah parcouraient son clavier, ajustant des variables dont la plupart des physiciens disaient qu'elles ne devraient même pas exister. La chambre d'essai, flottant à 300 mètres de la station principale, contenait leur création. De l'extérieur, ce n'était pas grand-chose, une simple sphère de métaux exotiques et de matière noire cristallisée. Mais à l'intérieur, ils tentaient de percer le tissu même de l'espace. Début de la séquence d'allumage, annonça Sarah. Sa main planait au-dessus de la dernière clé de commande. Autour de la Terre et dans tout le système solaire, l'humanité avait vécu si longtemps isolée qu'elle savait que des extraterrestres existaient. Les radiotélescopes captaient leurs transmissions depuis des décennies. L'humanité avait même décrypté certaines de leurs langues et découvert l'existence de leur grand conseil galactique. Mais elle ne pouvait se joindre à eux. Leur technologie supraluminique était trop lente, trop primitive. Tandis que les vaisseaux extraterrestres empruntaient des voies spatiales spéciales appelées hypervoies, les vaisseaux humains progressaient lentement dans l'espace normal, à une vitesse à peine inférieure à celle de la lumière. Du moins, jusqu'à présent. Sarah appuya sur la touche. La sphère dans la chambre d'essai se mit à briller, non pas d'une lumière ordinaire, mais d'une lueur insoutenable à regarder directement. L'air lui-même sembla se courber autour d'elle. Puis, sans prévenir, l'espace se fissura. On aurait dit qu'on avait frappé une plaque de verre avec un marteau, sauf que le verre, c'était la réalité elle-même. Les fissures se propageaient en motifs impossibles, et à travers elles, quelque chose transparaissait. Quelque chose qui n'était ni tout à fait l'obscurité, ni tout à fait la lumière. « On a l'allumage !» cria quelqu'un. La salle explosa de joie, mais Sarah continua de surveiller ses instruments. La sphère fonctionnait exactement comme il l'avait prévu. Il ne cherchait pas d'hypervoies naturelles, comme le ferait une technologie extraterrestre. Il créait sa propre trajectoire, forçant l'espace à s'écarter pour le laisser passer. « J'enregistre la vitesse », dit Martinez, la voix chargée d'excitation. 10 années-lumière par heure, 20, 50, 100. Il marqua une pause, vérifiant ses instruments à 2 reprises. Sarah, l'accélération se sait en haut. Poursuit, 200 années-lumière, 300. Sarah sentait son cœur battre la chamade. D'après les transmissions interceptées, les moteurs supraluminiques extraterrestres pouvaient atteindre environ 10 années-lumière par jour, à leur vitesse maximale. Ils venaient de dépasser cette vitesse d'un facteur 50, et leur drone d'essai continuait d'accélérer. 500 années-lumière par heure, et il maintenait sa vitesse. Martinez annonça enfin « Le drone est stable. Tous les systèmes sont opérationnels. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Ils avaient réussi. Ils l'avaient vraiment fait. L'humanité venait de franchir des milliers d'années de développement technologique extraterrestre en un seul après-midi. Soudain, l'alarme retentit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarah en affichant de nouveaux écrans de données. Quelque chose clochait. Le piège spatial qu'ils avaient créé ne se refermait pas correctement. Elle rayonnait de l'énergie vers l'extérieur sous forme d'ondes massives se propageant dans l'espace à des vitesses incroyables. Des ondulations gravitationnelles, expliqua le docteur Yuki Tanaka depuis la station de physique. Sarah, on vient de sonner la cloche du dîner. Toutes les espèces dotées de capteurs performants dans un rayon de 100 années-lumière vont savoir qu'il s'est passé quelque chose ici. Sarah jura entre ses dents. Il s'était tellement concentré sur le fonctionnement du moteur qu'il n'avait pas suffisamment réfléchi à sa visibilité potentielle.
Le test n'avait duré que 5 minutes, mais ces 5 minutes avaient apparemment activé les capteurs de dizaines de systèmes stellaires. Arrêtez-le, ordonna-t-elle. Séquence de désactivation contrôlée. N'aggravons pas la situation. L'équipe travailla rapidement, désactivant soigneusement leur invention. Les déchirures spatiales se refermèrent lentement et la lumière impossible s'éteignit. Le drone d'essai revint sain et sauf par le portail qui se refermait, sa coque légèrement déformée, mais intacte. Ils avaient réussi au-delà de leurs espérances les plus folles, mais Sarah ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils venaient de commettre une terrible erreur. 3 jours plus tard, ses craintes se confirmèrent. Le commandement de la défense du gouvernement de la Terre unie convoqua une réunion d'urgence. Sarah et son équipe reçurent la hâte l'ordre d'y assister par visioconférence sécurisée. Lorsque l'écran s'alluma, elle vit le visage sévère de l'amiral Thompson la fixer. « Docteur, Chen, dit-il sans préambule, nous avons un problème. Il y a 20 minutes, nos capteurs spatiaux ont détecté plusieurs objets pénétrant dans le système solaire. Ils viennent de la direction d'Alpha Centauri. Ils se déplacent rapidement et se dirigent droit vers la Terre. » Sarah sentit sa bouche s'assécher. À quelle vitesse? Plus vite que tout ce que nous avons jamais vu. Ils atteindront l'orbite terrestre dans environ 16 heures. L'amiral marqua une pause. « Docteur, je dois savoir. Votre expérience aurait-elle pu attirer l'attention? » « Oui, » admit Sarah à voix basse. « Nous avons créé des ondes gravitationnelles qui auraient été visibles à des dizaines d'années-lumière. Si quelqu'un nous observait, il l'aurait vu. » L'amiral hocha lentement la tête. « Sachez alors que nous avons reçu une transmission de ces vaisseaux il y a 10 minutes. Elle fut diffusée en 23 langues différentes, dont l'anglais. Il appuya sur un bouton et une voix nouvelle emplit la pièce. Elle n'était pas humaine. Elle sonnait comme un carillon mêlé au grincement d'une meule, mais les mots étaient clairs et précis. Attention, habitants de la 3e planète. Vous avez violé les accords Kardar-Tessef en menant des expériences supraluminiques non autorisées et dangereuses. Cessez immédiatement toutes ces activités. Un émissaire diplomatique arrivera d'ici un jour solaire afin de discuter des conditions de votre coopération. Toute résistance sera sanctionnée. » La transmission s'interrompit. Sarah observa son équipe et vit sa propre peur se refléter sur leur visage. L'humanité avait atteint les étoiles, mais les étoiles, semblait-il, leur tendaient main et la main, et cela ne paraissait pas réjouissant. Les 16 heures suivantes allaient pas les décider du sort de l'humanité au sein de la communauté galactique. Sarah espérait seulement qu'ils survivraient assez longtemps pour avoir un avenir. Les vaisseaux extraterrestres arrivèrent à l'heure prévue. Depuis la plateforme d'observation de la station Genève, Sarah observa 5 vaisseaux sortir de l'hyperespace aux abords de l'orbite terrestre. Elles étaient d'une beauté étrange, tout en courbes fluides et en structures cristallines, qui captèrent la lumière du soleil et la décomposaient en des couleurs qui n'auraient jamais dû exister. Le plus grand navire avançait lentement, avec précaution. Sa coque scintillait de symboles qui se transformaient et changeaient sous le regard de Sarah. Un vaisseau plus petit s'en détacha et commença sa descente vers la surface de la Terre. Le gouvernement unifié de la Terre avait organisé une rencontre au complexe solaire de Genève, en territoire neutre, où le premier contact devait avoir lieu. Sarah et son équipe étaient présentes lorsque la navette extraterrestre atterrit. L'appareil se posa sans bruit et une porte que Sarah n'avait même pas vue s'ouvrit sur son flanc. L'être qui en sortit était grand, peut-être 2,10 mètres, avec une peau semblable à de la pierre bleue polie. Il avait 4 bras, 2 jambes et un visage presque humain, à l'exception de ses 3 yeux dorés disposés en triangle. « Je suis l'ambassadeur Zixtera de l'hégémonie Velcrin », déclara l'extraterrestre dans un anglais parfait. Sa bouche resta immobile. Au lieu de cela, un appareil fixé sur sa poitrine traduisait ses pensées en son, je parle, au nom du Conseil galactique pour les questions relatives aux violations technologiques et à la sécurité du système. La présidente Maria Santos du gouvernement de la Terre unie s'avança. Elle paraissait minuscule à côté de l'ambassadeur, mais sa voix était assurée. « Bienvenue sur Terre, ambassadeur. Je suis le président Santos. Nous avons reçu votre message, mais je dois avouer que nous ignorons quelle loi nous avons enfreinte. »
Nous n'étions pas au courant des restrictions imposées aux expériences menées au sein de notre propre système solaire. Les trois yeux de Zixata se fixèrent sur le président, puis se tournèrent vers Sarah et son équipe. Vous n'étiez pas au courant car votre espèce n'a pas encore été invitée à rejoindre la communauté galactique. Votre technologie a été jugée insuffisante pour établir un contact. Cette évaluation, semble-t-il, doit être révisée. Insuffisante, murmura Martinez à côté de Sarah. Elle lui donna un coup de coude pour le faire taire. L'ambassadeur fit un geste et un affichage holographique apparut entre eux. Elle montrait une carte de la galaxie avec des milliers de lignes lumineuses reliant les systèmes stellaires. Ce sont les hypervoies autorisées, des couloirs naturels dans l'espace où les voyages supraluminiques sont sûrs et réglementés. Toutes les espèces du Conseil empruntent ces voies. La vitesse de voyage est limitée à 10 années-lumière par jour standard, afin d'éviter les perturbations temporelles et les instabilités dimensionnelles. Sarah se pencha en avant pour étudier la carte. Nous n'avons pas utilisé les hypervoies. Nous avons tracé notre propre chemin. C'est précisément le problème, dit Zixter d'un ton mécontent. Il y a 5000 ans, le Conseil galactique a établi les accords de Kardar-Tsef. Ces traités limitent la technologie supraluminique afin de prévenir les catastrophes. Les moteurs supraluminiques incontrôlés peuvent créer des brèches dans l'espace-temps. Ils peuvent engendrer des paradoxes temporels. Ils peuvent détourner l'attention de choses qui devraient rester inaperçues. Quelle chose ? Demanda le président Santos. L'ambassadeur resta silencieux un long moment. Ces informations sont réservées aux membres du Conseil. Ce que vous devez savoir, c'est que votre expérience a enfreint les lois établies pour la sécurité de toutes les espèces. Vous devez immédiatement remettre vos recherches et accepter d'utiliser uniquement la technologie FTL approuvée par le Conseil. La colère montait en Sarah. Ils avaient tôt travaillé pendant 7 ans. Ils avaient réussi là où tous disaient qu'ils échoueraient. Et maintenant, des extraterrestres leur demandaient de tout abandonner à cause de lois que l'humanité n'avait jamais consenti à respecter. Le président Santos a dû ressentir la même chose. Ambassadeur, avec tout le respect que je vous dois, l'humanité n'a pas sa place au sein de votre conseil. Nous n'avons pas signé vos accords. Nous ne saurions être tenus responsables de lois dont nous ignorions l'existence. L'ignorance n'excuse pas la mise en danger de la galaxie, répondit froidement Zixtera. Vous vous conformerez à nos exigences, ou le Conseil prendra des mesures plus directes. Est-ce une menace ? L'amiral Thompson s'avança, la main posée sur son arme de poing. Inutile contre un extraterrestre en armure, pensa Sarah. Mais le geste était suffisamment clair. C'était un constat. L'ambassadeur déclara « Votre espèce est jeune et imprudente. Vous ne comprenez pas les forces que vous manipulez. Avant de répondre, vous devriez peut-être examiner les résultats de votre expérience. » Un autre hologramme apparut. Celui-ci montrait leur test d'il y a 3 jours, mais sous un angle différent. Sarah observa le moteur s'activer et l'espace se fissurer. Mais dans cette vision, elle pouvait voir quelque chose qui lui avait échappé. La fissure s'étendait bien au-delà de la chambre d'essai. Elles se sont propagées dans l'espace comme des vagues à la surface d'un étang, traversant planètes et d'étoiles, comme si elles n'existaient ni pas. Ces ondes ont atteint des dizaines de systèmes, provoquant des pannes d'équipement de capteurs et désorientant les vaisseaux. Vous avez perturbé les communications dans 43 systèmes. Zixt a expliqué « Vous avez fait émerger 3 vaisseaux du voyage supraluminique à des endroits inappropriés. L'un d'eux s'est écrasé. 12 membres d'équipage sont morts à cause de votre négligence. » Sarah se sentit mal. Ils avaient tué des gens, des extraterrestres. Pourtant, ce n'était pas intentionnel. Ils ignoraient même que c'était possible. Mais le résultat était le même. L'ambassadeur poursuivit. Ce qui préoccupe véritablement le Conseil, c'est ceci. L'hologramme changea de nouveau, affichant des données que Sarah ne comprenait pas entièrement. Votre moteur a atteint une vitesse de 500 années-lumière par jour lors des tests.
C'est 50 fois plus rapide que n'importe quelle technologie connue dans la galaxie. Si votre espèce parvient à développer des vaisseaux opérationnels avec un tel moteur, l'équilibre des forces dans la galaxie sera bouleversé. Et là, Sarah comprit la véritable raison de leur présence. Il ne s'agissait pas seulement de sécurité ou de loi, il s'agissait de pouvoir. Certaines espèces au sein du Conseil craignaient ce que l'humanité pourrait devenir. Le président Santos esquissa un sourire. Vous ne vous souciez donc pas seulement de notre sécurité. Vous craignez aussi que nous ne devenions trop puissants trop rapidement. Les deux craintes sont légitimes, admit Zixera. Le Conseil a maintenu la paix pendant 5000 ans grâce à une gestion rigoureuse des technologies et des ressources. Votre espèce pourrait tout déstabiliser. Ou bien, nous pourrions contribuer au progrès de tous, se surprit à dire Sarah. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle déglutit nerveusement, mais poursuivit. Notre moteur supraluminique ne dépend pas des hypervoies naturelles. Nous pourrions ouvrir des régions de la galaxie jusqu'ici inaccessibles. Nous pourrions relier des systèmes isolés. Le partager? Vous voulez dire que nous pourrions partager cette technologie avec le Conseil? Absolument pas, répondit une voix rauque. Un autre extraterrestre entra dans la pièce, un reptile aux écailles luisantes comme du pétrole. Le Conseil a passé des millénaires à s'assurer que les technologies dangereuses restent sous contrôle. Nous ne permettrons pas à une espèce insolente de perturber cet ordre établi. Zixata parut agacé par l'interruption, mais ne contesta pas. Le conseiller Vasque parle durement, mais son argument est pertinent. Votre espèce manque de sagesse pour exercer un tel pouvoir de manière responsable. Le visage du président Santos se durcit. Ambassadeur conseiller, je vous remercie de vos préoccupations, mais l'humanité n'a pas demandé la permission de progresser, et nous ne la demanderons pas maintenant. Nous poursuivrons nos recherches. Si le Conseil souhaite discuter d'un partenariat ou d'un partage de technologies, nous sommes ouverts à la discussion, mais nous ne renoncerons pas à nos travaux et nous ne nous laisserons pas intimider. Un silence de mort s'installa dans la salle. Sarah n'en croyait pas ses oreilles. La présidente refusait. Elle refusait catégoriquement les exigences du Conseil galactique. Les 3 yeux de Zixata s'écarquillèrent légèrement. Président Santos, vous ne mesurez pas les conséquences de cette décision. Peut-être pas, concéda Santos. Mais nous le découvrirons ensemble. La réunion est terminée. Les extraterrestres partirent sans un mot de plus. Tandis que leur navette décollait et regagnait son vaisseau, Martinez se tourna vers Sarah. Qu'avons-nous fait? Je n'en ai aucune idée, admit Sarah. Mais je crois que nous venons de montrer à la galaxie que l'humanité ne se laissera pas faire. 2 jours plus tard, le gouvernement de la Terre unie annonçait le lancement de l'UESS Prometheus, le premier vaisseau de guerre de l'humanité capable de voyager plus vite que la lumière. Un vol d'essai vers Alpha Centauri et retour devait être effectué afin de prouver que la technologie humaine était réelle et fonctionnelle. Lorsque le Prometheus acheva le voyage en 47 minutes, au lieu des 3 semaines habituelles, la galaxie comprit enfin que tout avait changé. L'humanité ne demandait plus à intégrer la communauté galactique. Elle annonçait son arrivée, que le Conseil l'apprécie ou non. Les célébrations suivant le succès du vol d'essai de Prometheus durèrent exactement 4 heures. Puis, les capteurs spatiaux captèrent un signal qui transforma les acclamations en cris. Sarah était encore dans la salle de contrôle, lorsque les alarmes se mirent à hurler. Elle n'avait quasiment pas dormi depuis 3 jours, tenant grâce au café et à l'adrénaline, mais le son de ces alarmes la tira brutalement de son sommeil. L'écran principal affichait une signature énergétique massive près de l'orbite de Saturne. Elle n'y était pas parvenue. Elle n'avait pas émergé d'un voyage supraluminique. Elle était simplement apparue comme si la réalité s'était ouverte et avait laissé passer quelque chose. « Qu'est-ce que je vois ?» demanda l'amiral Thomson par liaison radio. Il était resté au commandement de la défense terrestre après le désastre diplomatique avec le Conseil. « Je ne sais pas », admit Sarah en consultant des scans plus détaillés. « La signature ne correspond à rien dans notre base de données. Ce n'est pas un vaisseau.
Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est juste là, et c'est énorme, vraiment énorme. À quel point? Sarah vérifia les chiffres 2 fois, puis une troisième, espérant s'être trompée. Elle ne s'était pas trompée. De la taille approximative de la Lune. Et il se déplace, se dirigeant vers nous. Le canal de communication fut soudainement saturé d'interférences, puis dégagé lorsqu'une nouvelle voix se fit entendre. C'était Zixter. Vaisseau humain, vous devez évacuer immédiatement le système interne. Un dévoreur a pénétré dans l'espace normal. Vos expériences de voyage supraluminique l'ont attiré. Qu'est-ce qu'un dévoreur? Demanda le président Santos. Elle avait rejoint le canal depuis le complexe terrestre. La morte, dit simplement la sixième. Il y a 10 000 ans, une ancienne civilisation appelée les architectes a construit des moteurs supraluminiques semblables aux vôtres. Ils se croyaient maîtres de l'espace et du temps. Puis, les dévoreurs sont arrivés. En une seule année, la civilisation entière des architectes a été anéantie. Des milliers de mondes sont devenus déserts. Nous n'avons trouvé que des ruines et des avertissements gravés dans la pierre morte. Le Conseil a été créé après coup, précisément pour éviter que cela ne se reproduise. Sarah sentit un froid glacial l'envahir. Vous saviez que cela pouvait arriver. Vous saviez qu'il y avait quelque chose que nos instincts pouvaient attirer, et vous ne nous l'avez pas dit. Nous auriez-vous cru? Rétorqua l'ambassadeur. On vous a ordonné d'arrêter. Vous avez refusé. Vous allez maintenant comprendre l'utilité des lois du Conseil. L'objet près de Saturne devenait visible sur les capteurs optiques. Sarah aurait préféré qu'il reste invisible. C'était anormal. C'était le seul mot qui lui venait à l'esprit pour le décrire. L'entité semblait avoir été prise d'un morceau d'espace, froissé, puis partiellement déplié. Il y avait trop d'angles qui n'auraient pas dû exister. À la regarder, ses yeux lui faisaient mal et sa tête tournait. Des formes à la fois convexes et concaves, des couleurs qui n'en étaient pas vraiment. Un mouvement qui suggérait son existence dans plus de 3 dimensions. Quelqu'un d'autre voit ça? Demanda Martinez d'une voix faible. Il avait pâli et détournait le regard de l'écran. Ne le regardez pas directement, l'avertit Zixter. Les dévoreurs existent en partie hors du temps spatial normal. Les observer de trop près peut endommager les esprits organiques. Nous avons perdu des centaines de chercheurs de cette façon, peu après leur découverte. Sous leurs yeux, le dévoreur atteignit l'une des lunes de Saturne. Ce qui suivit allait hanter Sarah pendant des années. La lune n'explosa pas. Elle ne se brisa pas. Elle cessa simplement d'exister, se désintégrant en flux de matière et d'énergie qui se déversèrent dans le dévoreur, comme l'eau dans un siphon. En moins de 10 secondes, un astre qui avait existé pendant des milliards d'années avait disparu. « Il faut l'arrêter », dit l'amiral Thomson. « Avant qu'il n'atteigne les planètes telluriques, avant qu'il n'atteigne la Terre. »« Vous ne pouvez pas l'arrêter », intervint la voix du conseiller Vasque. « Vos armes sont inutiles, explosifs conventionnels, lasers, armes cinétiques, tout cela le traverse ou est absorbé. La seule raison pour laquelle nous avons survécu à la dernière incursion du dévoreur, c'est qu'il a fini par partir de lui-même après avoir dévoré ce qu'il voulait. Nous avons couru et nous sommes cachés jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors, votre plan est de fuir. » La voix du président Santos était dure. D'abandonner la Terre et tous ses habitants. « Votre planète est déjà condamnée, » dit Rusk d'un ton neutre. Le dévoreur est attiré par les signatures supraluminiques. Vous avez activé le moteur supraluminique le plus puissant de l'histoire galactique. Il ne partira pas avant d'avoir consumé la source. Sarah n'écoutait plus qu'à moitié. Son esprit passait en revue tout ce qu'il savait sur leur moteur supraluminique, tout ce qu'il comprenait de la manipulation de l'espace-temps, tout ce que les avertissements de l'architecte, enfin partagés par Zixata, leur avaient appris. Une idée germait, folle et désespérée, mais peut-être leur seule chance. « Et si on ne fuyait pas ?» lança-t-elle soudain. Le silence se fit. « Et si on utilisait l'énergie qui l'a attiré pour se défendre ?»
c'est du suicide. Zixtera avait dit que le dévoreur détruirait tout vaisseau qui s'approcherait. Sarah était peut-être d'accord, mais notre propulsion ne se contente pas de traverser l'espace. Elle le déchire. Elle crée des brèches contrôlées dans la réalité. Et si nous créions une brèche à l'intérieur même du dévoreur, si nous utilisions notre propre technologie pour refermer la porte que nous avons ouverte par inadvertance? Un long silence s'ensuivit. Alors Zixtura dit à voix basse: C'est le plan le plus insensé que j'ai jamais entendu. Il pourrait fonctionner, mais il faudrait que quelqu'un pilote un vaisseau jusqu'au cœur de l'entité et active le moteur manuellement. Les fluctuations d'énergie empêcheraient toute télécommande. Je m'en chargerai, dit une nouvelle voix. Commandant Marcus Rivera, capitaine du Prometheus. Mon vaisseau est équipé du moteur supraluminique le plus puissant jamais construit. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien nous. Marcus, tu vas mourir, dit Sarah, la gorge serrée. Peut-être, répondit-il, reprenant ses paroles. Mais si je ne fais ce rien, tout le monde meurt. Ce n'est pas vraiment un choix. Les 6 heures suivantes furent un tourbillon de préparatifs désespérés. La flotte du Conseil, mettant de côté ses différends avec l'humanité pour l'instant, se porta au secours de l'attaque. Incapable de blesser le dévoreur, elle pouvait néanmoins lui fournir couverture et diversion. Des vaisseaux plus petits et plus rapides détournaient son attention pendant que le Prometheus prenait position. Sarah s'activait frénétiquement pour modifier le moteur supraluminique du Prometheus, le transformant d'un moyen de transport en une arme redoutable. La théorie était simple, mais son exécution était tout sauf simple. Il leur fallait créer une brèche spatio-temporelle colossale à l'intérieur du dévoreur. Un effondrement si violent qu'il forcerait l'entité à rebrousser chemin à travers la déchirure dimensionnelle qu'elle avait utilisée pour pénétrer dans leur réalité. Alors que la flotte se dirigeait vers Jupiter pour intercepter la bataille, Sarah se retrouva sur la passerelle du vaisseau amiral du Conseil, l'Éternelle Vérité, aux côtés de Zixtera. L'ambassadeur s'était montré d'une aide précieuse dès le début de leur collaboration, partageant des données techniques que le Conseil avait gardées secrètes pendant des millénaires. « Pourquoi nous aidez-vous maintenant ?» demanda Sarah, tandis qu'ils observaient le déroulement de la bataille sur Hall et sur les écrans. Les vaisseaux du Conseil tournaient autour du dévoreur comme des insectes autour d'un feu, lançant tout ce qu'ils possédaient. Rien n'y fit. Les armes se volatilisaient dans sa géométrie impossible. Les vaisseaux qui s'approchaient trop près cessaient tout simplement d'exister. Parce que vous aviez raison, admis Zixter. Le Conseil a passé tellement de temps à essayer de tout contrôler, à empêcher le changement, que nous avons oublié comment nous adapter. Votre espèce est téméraire et jeune, mais vous affrontez l'impossible et vous vous demandez comment le vaincre au lieu de le fuir. Peut-être avions-nous besoin de ce rappel. Sur l'écran, le Prométhée perça les lignes de défense du Conseil et fonça droit sur le dévoreur. Sarah retint son souffle. C'était le moment décisif. Soit Marcus réussirait, soit la première incursion de l'humanité dans les affaires galactiques se solderait par un désastre. Le Prométhée atteignit la limite extérieure du dévoreur sans se désintégrer. Il poursuivit sa course, sa coque se tendant sous la pression, le métal hurlant tandis qu'il se frayait un chemin dans des espaces qui n'auraient jamais dû exister. Soudain, le dévoreur cessa de se débattre. Ses mouvements chaotiques devinrent plus organisés, plus déterminés. Les angles impossibles s'alignèrent pour former une sorte de visage, et Sarah jura qu'elle te le voyait fixer le Prométhée. « Que se passe-t-il » demanda Zixa. « Ce n'est pas un comportement normal. »« Je ne sais pas, » murmura Sarah. Mais au fond d'elle, elle sentit quelque chose changer. Les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Le dévoreur ne réagissait plus par une femme aveugle. Il réagissait avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de la reconnaissance. À l'intérieur de cet engin, Marcus Rivera était sur le point de faire une découverte qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur les dévoreurs et les architectes antiques qui les avaient déchaînés sur la galaxie. Depuis qu'il était devenu capitaine du premier vaisseau de guerre supraluminique de l'humanité, Marcus Rivera avait déjà vu bien des choses étranges.
Mais rien ne l'avait préparé à l'intérieur d'un dévoreur. Dès que le Prométhée franchit la frontière de l'entité, tout bascula. Les lois normales de la physique ne semblaient plus que des suggestions. Son instrument indiquait qu'il se déplaçait simultanément en avant, en arrière et latéralement. La coque du vaisseau gémissait, tentant d'exister dans des espaces aux dimensions infinies. Rapport de situation, dit Marcus, s'efforçant de garder son calme, même si son esprit lui criait de détourner le regard de l'écran. À l'extérieur du vaisseau, si tant est que le terme « extérieur » ait un sens ici. Il voyait des fragments de réalité flotter, des morceaux d'étoiles, des morceaux de planètes, des vaisseaux entiers figés dans le temps, dérivant dans un océan de couleurs impossibles. Intégrité de la coque à 70% et en baisse. Son second officier rapporta. Le lieutenant Chen, sans lien de parenté avec le docteur Sarah Chen, transpirait malgré le froid sur la passerelle. Mais monsieur, quelque chose cloche. Nous ne sommes pas attaqués. Le dévoreur ne cherche pas à nous anéantir. On dirait presque qu'il nous laisse passer. Marcus l'avait remarqué lui aussi. L'entité aurait pu les écraser instantanément, comme elle l'avait fait avec les lunes de Saturne. Au lieu de cela, elle leur avait ouvert un passage, comme pour les inviter à s'enfoncer plus profondément. « Continuez d'avancer », ordonna Marcus. « Nous avons une mission. Emmenez-moi au noyau. » À mesure qu'il s'enfonçait, Marcus commença à avoir des visions, non pas avec ses yeux, mais dans son esprit. Des images qui défilaient un trop vite pour qu'il puisse les comprendre pleinement. Des cités de lumière et de cristal, des êtres d'énergie pure, chantant des équations qui maintenaient les univers en équilibre. Une civilisation si avancée qu'elle avait appris à modeler la réalité elle-même, comme de l'argile. Les architectes. C'étaient des souvenirs des architectes. « Monsieur, vous devez voir ça », dit le lieutenant Chen d'une voix pressante. Elle analysait les schémas énergétiques environnants. Ces relevés correspondent à la signature quantique de notre moteur supraluminique. Cette chose n'est pas seulement attirée par notre technologie. Il réagit comme s'il reconnaissait quelque chose de familier. Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Pouvez-vous booster nos systèmes de communication ?»« Je veux tenter quelque chose, monsieur. Faites-le. Le signal est acheminé via les émetteurs des moteurs FTL. » Chen travailla rapidement, alimentant le réseau de communication et le reliant à leur moteur expérimental. Marcus s'assit à la console de contrôle et commença à saisir des commandes. Il n'essayait pas d'envoyer des mots, mais des équations mathématiques. Les mêmes équations qui permettaient à leur moteur supraluminique de fonctionner. Des formules quantiques qui décrivaient comment plier l'espace et créer des ponts entre les dimensions. Pendant un long moment, rien ne se produisit. Le dévoreur répondit alors. Ce n'était pas du langage, pas exactement. C'était une information pure qui affluait directement dans l'esprit de Marcus. Images, émotions et compréhension, tout arrivait en même temps. Et à cet instant, Marcus apprit la terrible vérité sur les dévoreurs. Ils avaient été autrefois leurs architectes. Il y a 10 000 ans, les architectes avaient construit le moteur supraluminique le plus puissant de l'histoire. Non pas pour voyager entre les étoiles, mais entre les univers. Ils voulaient explorer les réalités infinies qui existaient au-delà de la leur. Ils y parvinrent, mais sans en mesurer le prix. Lorsque leur moteur s'activa, il n'ouvrit pas seulement une porte vers un autre univers. Il fusionna les deux univers. Les architectes se retrouvèrent à exister simultanément dans les deux réalités. Leur matière et leur énergie se répandirent à travers des dimensions qu'ils ne pouvaient pleinement percevoir. C'était une agonie indescriptible. Ils tentèrent d'inverser le processus, mais ne firent qu'empirer les choses. Davantage d'univers fusionnèrent. Un plus grand nombre des leurs furent transformés en ces êtres impossibles, pris au piège entre les dimensions. Incapables d'exister pleinement dans aucune réalité, la douleur les rendit fous. Ils devinrent des dévoreurs, absorbant désespérément la matière et l'énergie de l'espace normal,
tentant de se reconstituer. Mais rien n'y fit. Ils étaient brisés au plus profond d'eux-mêmes, et ils s'étaient brisés eux-mêmes. Les rares architectes qui n'avaient pas été transformés tentèrent d'avertir les autres espèces. Ils érigèrent des monuments et laissèrent des messages gravés dans des matériaux indestructibles. Ne suivez pas notre voie, n'allez pas trop loin, ne déchirez pas la réalité elle-même. Puis ils disparurent, ne laissant derrière eux que leurs frères transformés et leurs avertissements. Le Conseil galactique découvrit ces avertissements et fonda toute sa civilisation sur le principe d'éviter le sort des architectes. Ils limitèrent la tête et la technologie supraluminique, restreignirent toute la recherche, maintinrent le contrôle, non par soif de pouvoir, même si certains l'étaient, mais par terreur, à l'idée de créer davantage de dévoreurs. Et maintenant, l'humanité, dans son ignorance et son ambition, avait créé un moteur utilisant les mêmes principes que les architectes. Ils avaient sonné le même glas, et les dévoreurs étaient venus, attirés par la signature familière de la technologie qui les avait anéantis. Marcus ouvrit les yeux, les larmes ruisselant sur ses joues. Le savoir que le dévoreur avait partagé était immense. Mais au sein de ce savoir, il avait aussi trouvé autre chose. Une solution, un moyen de réparer ce que les architectes avaient brisé il y a si longtemps. « Jen, dit-il d'une voix rauque, j'ai besoin que tu recalibres le moteur supraluminique, non pas pour une arme, mais pour la guérison. Les calculs sont sur ma tablette, je les télécharge. Monsieur, je ne comprends pas. Que sommes-nous en train de guérir ? Demanda simplement Marcus en désignant l'espace impossible qui les entourait. Nous allons les guérir. De retour sur la vérité éternelle, Sarah observa, perplexe, le Prométhée s'immobiliser. Le vaisseau avait atteint ce que les capteurs estimaient être le centre du dévoreur. Mais au lieu d'activer son arme, il restait immobile. « Que fait Rivera ?» demanda l'amiral Thompson. Avant que quiconque puisse répondre, la console de Sarah s'illumina d'un flux de données entrant. Il provenait de Marcus et était transmis à une vitesse incroyable. Elle commença à lire, et son visage se décomposa. « Oh non !» murmura-t-elle. « Oh non, il a découvert. » Découvert quoi ? Zix le Terra se pencha pour lire par-dessus son épaule. L'ambassadeur resta figé. « C'est impossible. Les dévoreurs sont les architectes. Le Conseil n'en a jamais rien su. Ou alors, ils n'ont jamais rien dit à personne. » dit amèrement le conseiller Vasque. Il les avait rejoints sur la passerelle. « Je comprends maintenant pourquoi les espèces anciennes tenaient tant à garder le contrôle. Elles connaissaient la vérité et l'ont cachée pour préserver leur pouvoir. » Sarah écoutait à peine. Elle lisait le plan de Marcus, comprenait ses intentions et ressentait un profond chagrin. Le moteur supraluminique humain fonctionnait différemment de celui des architectes. Là où ces derniers avaient fusionné les univers, le moteur humain créait des ponts temporaires qui se refermaient aussitôt. Cette différence était cruciale. S'il parvenait à modifier correctement le moteur, il pourrait l'utiliser pour séparer les dimensions fusionnées et libérer les dévoreurs des espaces où ils étaient prisonniers depuis 10 000 ans. Mais cela nécessitait la présence de quelqu'un à l'intérieur du dévoreur pendant toute l'opération. Quelqu'un pour ajuster manuellement le moteur en temps réel, au fur et à mesure que les dimensions se séparaient. Les fluctuations d'énergie seraient catastrophiques. Aucun vaisseau ne pourrait y survivre, même à distance. Et personne ne pourrait y survivre tout court. Marcus allait mourir pour sauver une créature venue les anéantir. « Pouvons-nous l'arrêter ?» demanda l'amiral Thompson. « Non, » répondit Sarah d'une voix douce. « Et nous ne devons pas. C'est la bonne chose à faire. » Sur l'écran, le Prométhée se mit à briller, non pas d'une lumière normale, mais des mêmes couleurs impossibles qu'ils avaient vues lors de l'apparition du dévoreur. Marcus avait activé le moteur supraluminique modifié. L'espace autour du dévoreur commença à se déformer.
passant d'un mélange de dimensions à une séparation nette. Le dévoreur hurla. Sarah l'entendit d'une manière ou d'une autre. Bien que le son ne soit pas censé se propager dans l'espace, ce cri mêlait douleur et soulagement. L'entité commença à se transformer, sa géométrie impossible, se résolvant lentement en quelque chose de plus compréhensible. Les fragments de réalité emprisonnés à l'intérieur commencèrent à se libérer, retournant à l'espace normal. Planètes, étoiles, et même le temps lui-même reprirent leur cours dans l'univers, à leur place. Et au centre de tout cela, Marcus Rivera, assis à ses commandes, travaillait. Il sentait son corps flancher, tiraillé de toutes parts. Mais il garda les mains fermes et fit en sorte que les calculs aboutissent. Il pensa à la Terre, à sa famille, à l'avenir de l'humanité grâce à ce qu'il faisait. Sarah, transmit-il d'une voix faible. Dis à tout le monde que ça en valait la peine. Dis-leur que les dévoreurs n'étaient pas des monstres, juste des gens qui avaient commis une erreur. Dis-leur qu'on a réparé les dégâts. La lumière devint alors aveuglante, et Marcus Rivera sacrifia sa vie pour panser une plaie qui saignait depuis 10 000 ans. La lumière s'estompa lentement, tel un coucher de soleil interminable. Lorsque Sarah put enfin voir à nouveau, le dévoreur avait disparu. À sa place apparut une sorte d'aurore boréale vivante, des nappes de lumière colorées ondulant selon des motifs qui suggéraient intelligence et dessin. Ce n'était pas encore tout à fait de cet univers, mais ce n'était plus prisonnier d'un espace interdimensionnel. C'était libre, et en son centre, miraculeusement intact, se trouvait le Prométhée. « Faites-moi scanner ce vaisseau !» cria Sarah, n'osant presque plus espérer. Les relevés révélèrent des dégâts considérables. Des brèches dans la coque sur tous les ponts, des systèmes défaillants partout, mais des signes de vie subsistaient. Faibles, certes, mais présents. Marcus avait survécu. L'entité qui avait été un dévoreur sembla remarquer le vaisseau au même instant que Sarah. Doucement, plus doucement que ce qui aurait dû être possible pour une chose aussi immense. Elle enveloppa le Prométheus de filaments de lumière et le repoussa vers la flotte. Le vaisseau dériva hors de l'aurore boréale, et Sarah put distinguer des traces de brûlures et des déformations sur sa coque, nécessitant des mois de réparation. Des équipes de secours, humaines et extraterrestres, se précipitèrent sur les lieux. On retrouva Marcus inconscient sur la passerelle, le corps brisé, son ADN partiellement modifié par les énergies auxquelles il avait été exposé. Mais contre toute attente et malgré tous les pronostics, il était vivant. Marcus Rivera avait survécu. L'entité Aurora demeura 3 jours de plus. Durant cette période, elle diffusa des flux d'informations à tous les vaisseaux du système, non pas par des mots, mais par des concepts purs qui se traduisaient automatiquement dans l'esprit de chaque espèce. Elle leur révéla ce qui était réellement arrivé aux architectes. Cela leur a montré la douleur d'exister simultanément dans de multiples dimensions et leur a révélé leur gratitude d'être guéris, libérés de 10 000 ans de tourments. Puis un dernier message est apparu, adressé spécifiquement à Sarah et à son équipe. « Merci. Nous nous souvenons, nous vous observons. Nous espérons que vous réussirez là où nous avons échoué. N'ayez pas peur de votre technologie, mais respectez-la. Ne restreignez pas le savoir, mais utilisez-le avec sagesse. L'univers est vaste et plein de merveilles. Vous avez mérité le droit de l'explorer. » L'aurore s'est effondrée sur elle-même et a disparu, retournant à l'espace interdimensionnel. Mais contrairement aux fois précédentes, où les dévoreurs apparaissaient en déchirant la réalité, ce départ fut net, maîtrisé. Il ne laissa aucune trace dans l'espace-temps, aucune ondulation gravitationnelle, aucun dommage, juste une absence paisible, là où l'impossible avait brièvement existé. Dans les semaines qui suivirent, la galaxie connut une explosion d'activité. Les espèces les plus jeunes du Conseil galactique, celles qui avaient été privées de technologies avancées et freinées par les restrictions des races anciennes, constatèrent les accomplissements de l'humanité
et exigèrent un changement. Elles souhaitaient la réécriture des traités technologiques, la fin du monopole du pouvoir et le droit de participer à la gouvernance de la galaxie. Les anciens espèces résistèrent d'abord. Le conseiller Vasque fit valoir que le système en place avait maintenu la paix pendant 5000 ans. Mais Ixter, à la surprise générale, se rangea du côté des réformateurs. « Nous avons maintenu la paix en réprimant le progrès », déclara l'ambassadeur lors de la séance d'urgence du Conseil que Sarah suivit par transmission sécurisée. Nous nous persuadions que c'était pour des raisons de sécurité. Mais le commandant Rivera a prouvé que la technologie n'est pas intrinsèquement dangereuse. C'est l'usage que nous en faisons qui compte. L'humanité aurait pu détruire le dévoreur, mais elle a choisi de le soigner. C'est cette sagesse que nous devrions promouvoir, et non la peur qui nous a guidés pendant des millénaires. Les débats ont fait rage pendant des mois. Certaines espèces ont menacé de quitter le Conseil. D'autres ont proposé de se scinder en plusieurs factions. Mais lentement, péniblement, un consensus se dessina. La galaxie devait changer. La question était de savoir comment. Sarah se retrouva au cœur de ces discussions, à son grand désarroi. Elle était scientifique, pas politicienne. Mais la galaxie voulait entendre l'humanité. Et comme Marcus se remettait encore de ses blessures, elle dut parler au nom de la Terre. 6 mois après l'incident du dévoreur, Sarah se présenta devant le Conseil galactique au complet. C'était la première fois qu'elle voyait la salle du Conseil en personne. Une structure massive orbitant autour d'une étoile à neutrons au centre de la galaxie. Des représentants de 47 espèces occupaient les sièges. Leur attention se concentra entièrement sur elle. « Membre du Conseil », commença Sarah. Sa voix amplifiée résonna dans toute la vaste salle. « L'humanité n'a pas cherché à perturber votre ordre. Nous voulions simplement atteindre les étoiles. Mais ce faisant, nous avons appris que l'ordre maintenu par la restriction n'est pas un véritable ordre. C'est la stagnation. Nous ne proposons pas le chaos, poursuivit-elle. Nous proposons la collaboration. L'humanité partagera librement sa technologie supraluminique avec toute espèce qui le souhaite. En retour, nous vous demandons de partager vos connaissances avec nous, non seulement sur la technologie, mais aussi sur la galaxie elle-même, sur les dangers qui y existent, les merveilles que nous pourrions découvrir, les erreurs à éviter. » Elle projeta un hologramme illustrant sa proposition. Des mois de travail condensés en un seul document, les protocoles de Genève. Ce nouveau cadre de développement technologique concilie innovation et sécurité. Il prévoit des systèmes d'alerte précoces pour détecter les anomalies dimensionnelles avant qu'elles ne deviennent dangereuses, des équipes d'intervention rapide formées pour gérer les accidents supraluminiques, et surtout, une recherche collaborative menée par des scientifiques de toutes les espèces. L'humanité se propose de piloter cette initiative, a déclaré Sarah. Mais nous ne voulons pas la contrôler. Nous voulons que chaque espèce ait voix au chapitre. Nous voulons que le Conseil nous représente tous, et pas seulement les plus anciens ou les plus puissants. La salle s'est enflammée de discussions. Certains représentants étaient enthousiasmés par l'idée. D'autres la détestaient. Beaucoup étaient tout simplement perplexes quant à son fonctionnement. Les débats se sont poursuivis pendant des heures, puis des jours, puis des semaines. Finalement, le vote fut serré. 25 espèces pour, 20 contre et 2 abstentions. Les protocoles de Genève furent adoptés de justesse. Le Conseil galactique serait maintenu, mais réformé. La technologie serait partagée et non plus accaparée. La recherche serait collaborative et non plus restreinte. L'humanité aurait enfin sa place à la table des décisions, non plus comme membre subalterne devant faire ses preuves, mais comme membre à part entière et ayant mérité sa place par son courage et sa compassion. On proposa à Sarah le poste de directrice de la recherche et du développement galactique. Elle faillit y refuser, ne désirant rien d'autre que de retourner à son laboratoire et à ses expériences. Mais elle pensa alors à Marcus, toujours en convalescence dans un hôpital sur Terre, son corps s'adaptant lentement aux transformations infligées par l'énergie du dévoreur. Il avait tout sacrifié
pour faire ce qui était juste. Le moins qu'elle puisse faire était d'en assumer une part de responsabilité. 5 ans plus tard, Sarah se tenait sur la plateforme d'observation de l'espoir de l'humanité. La première station de recherche conjointe, construite par plusieurs espèces travaillant de concert. Des vaisseaux venus des 4 coins de la galaxie allaient et venaient, transportant des scientifiques impatients d'explorer les nouvelles possibilités offertes par le voyage supraluminique. Libérés des anciennes routes hyperspatiales, ils pouvaient désormais atteindre des systèmes auparavant isolés, entrer en contact avec des espèces coupées du monde depuis des millénaires et explorer des régions de la galaxie jugées trop dangereuses ou trop reculées. Marcus était avec elle, désormais complètement rétabli et officiant comme ambassadeur auprès du Conseil réformé. Les énergies qu'il avait absorbées l'avaient étrangement transformé. Il pouvait percevoir les perturbations spatio-temporelles avant même que les instruments ne les détectent. Il lui arrivait de voir des choses qui existaient légèrement en marge de la réalité normale. C'était déconcertant, mais utile. Il avait déjà contribué à prévenir 3 potentielles brèches dimensionnelles, en détectant les premiers signes avant-coureurs. « Penses-tu qu'on est bien fait ?» demanda Marcus, observant un vaisseau de recherche Velcran s'amarrer à la station. « Tout ouvrir comme ça, il y a des espèces qui pourraient mal utiliser cette technologie. » Probablement, admit Sarah, mais la cacher en espérant que personne d'autre ne la découvre n'a pas fonctionné non plus. Les architectes l'ont prouvé. Mieux vaut affronter l'avenir ensemble que séparément. Une douce alerte retentit sur la tablette de Sarah. Elle la consulta et sourit. Nous venons de recevoir une transmission du réseau de surveillance spatiale. Ils ont détecté un faible signal provenant de la même direction que celle empruntée par le dévoreur guéri. Ils nous envoient des équations mathématiques. Quel genre d'équations? Des équations inédites. Des formules que nous n'avons jamais vues auparavant. Les yeux de Sarah s'illuminèrent d'excitation. Je crois que ça nous apprend. Ça nous montre des façons plus sûres de manipuler l'espace-temps. Marcus. Je pense que les architectes essaient encore de nous aider, même maintenant. Marcus contempla les étoiles, les vaisseaux transportant des personnes de dizaines d'espèces, tous œuvrant pour un but commun. Alors, nous avons intérêt à ne pas les décevoir. Ils ont commis des erreurs, mais ils nous donnent l'occasion de faire mieux. Saisissons-la. Le voyage de l'humanité vers les étoiles a commencé par une expérience qui a failli tout anéantir. Il s'est poursuivi par un premier contact qui a failli dégénérer en première guerre. Il a été mis à l'épreuve par un ennemi ancestral qui s'est révélé être une victime blessée. Et cela avait fonctionné, car l'humanité avait choisi la compréhension plutôt que la peur, la collaboration plutôt que le contrôle, et la guérison plutôt que la destruction. La galaxie était vaste et pleine de dangers, mais aussi d'opportunités. Et maintenant, grâce au courage audacieux et à la compassion inattendue de l'humanité, chaque espèce du Conseil galactique avait la chance de l'explorer ensemble. Sur Terre, au complexe solaire de Genève, où l'humanité rencontra pour la première fois le Conseil galactique, un nouveau monument fut inauguré. Il représentait Prométhée, fonçant au cœur du dévoreur, commémorant le jour où l'humanité prouva qu'elle avait sa place parmi les étoiles, non pas par sa force ou son intelligence, mais parce que, confrontée au choix impossible entre détruire un ennemi et soigner une victime, elle choisit la compassion. La plaque gravée en dessous portait une simple inscription. Ils ont tendu la main vers les étoiles, et les étoiles leur ont répondu. Puissions-nous toujours nous souvenir que le plus grand pouvoir n'est pas celui de détruire, mais la sagesse de guérir. Et quelque part dans l'espace entre les dimensions, les architectes guéris ont observé, se sont souvenus et ont espéré que cette fois, cette espèce, cette humanité à la fois courageuse et insensée comprendrait enfin.